Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bonjour la France, partout où vous êtes, vous écoutez Sud Radio, la radio qui parle vrai. On est dans Parlons IMO, votre émission hebdomadaire, tous les samedis entre 12h et 13h qui parle de votre immobilier, de votre logement. Bref, on vous aide avec les bons conseils, les bonnes astuces, tous les samedis. Bonjour à toute l'équipe de Radio IMO qui m'entoure, l'incontournable, l'excellente Bérénice de Villefloriot. Comment elle va aujourd'hui ? Eh ben elle va bien, hein, tout va bien, il fait bon, Voilà. On est avec vous, ravi Sylvain. Et vous, ça va ? Moi ça va, mieux ce serait de la gourmandise, on va avoir une très belle émission. Notre super producteur, le couteau suisse de la radio qui est avec nous, Grégoire Darico. Bonjour Sylvain. Comment Bonjour il va à tous. Grégoire ? Ouais, très bien, ça va. Ça va bien ? Ouais, je suis en forme. D'accord, bon c'est super, vive les Landes. Hein. Exactement, toujours, Sud-Ouest en forme. On ne peut pas faire cette émission bien évidemment chaque semaine avec notre El Doctor Permas, le patron de l'éco-transition chez Sofinco. Comment il va notre Laurent ? Très très bien, avec des bonnes nouvelles en plus, on va voir. Ah bah voilà, que de très très bonnes nouvelles. Et alors justement les amis, si construire des logements, des immeubles peut aider également les sportifs locaux à suivre par exemple et à se développer. Vous savez, les petites infrastructures qu'on trouve partout autour de nous pour faire du sport, pour souffler. Voilà, une société qui se distingue également. Eh bien écoutez, on va faire un spécial philanthropie avec une super idée magnifique. On est ravis, voilà, on va pas bouder notre plaisir avec David Inkel qui est sur notre plateau. Il est président de la fondation 1% pour le sport. Salut David. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va approfondir ce que vous avez fait, c'est juste génial. Vous avez ratissé tous les prix professionnels au CIMI, au RENT, on en parlera. C'est absolument formidable. Vous écouterez cette émission, on est très heureux que vous soyez là. On écoutera également nos auditeurs pour avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO au 7 20 18. Avec vous Bérénice, on va parler de quoi ? Alors on va parler d'un coup de rabot fiscal qui est passé inaperçu dans le budget de l'État, dans le budget 2026. Ça concerne l'immobilier, donc on fera un point dessus. Et on parlera également viager. Et on parlera du viager, évidemment. Comment bien appréhender une annonce viager ? Voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Comment on sait que c'est une bonne annonce viager ? Avec Grégoire également, mon cher Grégoire, on va parler avec Laurent de rénovation énergétique, comme chaque semaine avec Laurent, on va vous parler aujourd'hui de précarité énergétique. À travers cette question, est-ce que se chauffer devient un luxe ? On va parler aussi de Maison Saine. Et oui, effectivement, Maison Saine, notre chronique hebdomadaire, on se demandera si c'est un problème ou pas d'étendre son linge à l'intérieur de son logement et quelles sont les conséquences. Étendre son linge. J'apprends plein de trucs toutes les semaines. C'est une bonne idée. Sans plus attendre, les infos à retenir. Alors Bérénice, de quoi on parle aujourd'hui dans les infos ? Alors on parle du rapport alarmant sur le mal-logement en France avec des millions de personnes concernées, du cauchemar financier des copropriétaires de tours des années 60-70 et de Tom Cruise qui fuit Londres à cause de l'insécurité. Hein. Pauvre, on a tous des soucis. Hein. Ça me fait vraiment de la peine là. S'il cherche un appart, on peut peut-être l'aider ici à Paris. Alors on va commencer avec le rapport. Là c'est beaucoup moins drôle parce qu'effectivement il y a un vrai sujet. Le rapport de la Fondation pour le logement. Qu'est-ce qu'il dit concrètement sur l'état du mal-logement en sachant que ce rapport est publié chaque 1er février de chaque année. Oui, tout à fait. Donc c'est le 31e rapport. C'est la Fondation pour le logement, alors que vous devez sûrement connaître. Avant, ça s'appelait la Fondation Abbé Pierre. Ça a changé de nom. Déjà, alors... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on estime au moins à 350 000 le nombre de personnes sans domicile en France. Donc ça, c'est sur l'année 2025. Hein. Ils ont publié les chiffres de l'année 2025. Donc là, on peut dire que c'est vraiment un basculement. La tendance est à la hausse depuis des années. Ensuite, le rapport insiste sur un mal-logement moins visible, mais massif. Les personnes qui n'ont pas de logement à elles et qui tiennent grâce à des solutions provisoires. Donc elles ne sont pas à la rue, mais elles sont chez des gens. Donc la Fondation estime à un peu plus d'1,1 million les personnes privées de logement personnel. Donc ça va de la rue au squat, à l'hébergement d'urgence et aussi, donc, je vous l'ai dit, chez des proches. 590 000 personnes hébergées sont chez des gens qui ne font pas partie de leur famille. Et ce chez quelqu'un, eh bien, il faut le dire, ça peut être très dur à vivre. Le rapport donne notamment l'exemple d'une mère hébergée en Isère avec sa fille de 6 ans dans une maison suroccupée. On est 10 dans la maison, c'est compliqué pour dormir. Voilà, autre point très fort, les enfants. Même après appel au 115, 2367 enfants étaient encore sans solution
d'hébergement en novembre dernier, d'après toujours les données du rapport. 31 enfants sont décédés dans la rue en 2024. C'est quand même c'est un chiffre lourd, mais je voulais quand même le pointer parce que voilà où on en est. Donc ce que pointe surtout ce rapport, c'est l'abandon des pouvoirs publics. Après des années sans politique ambitieuse du logement, tous les indicateurs se dégradent en même temps. Hein. Vous voyez, la pauvreté explose. Et je tiens à préciser que c'est aussi des gens qui travaillent qui sont à la rue. Hein. C'est des Français qui travaillent, des Français comme vous et moi, qui n'arrivent pas à se loger. Donc voilà, les inégalités atteignent des sommets et les files d'attente pour un logement social s'allongent. Hein. On est quasiment à 2,9 millions de ménages qui attendent, de Français qui attendent un logement social. Donc la fondation est claire, il faut des mesures pérennes, des mesures ponctuelles ne suffiront plus. Il faut une vraie stratégie d'ensemble et c'est d'autant plus urgent qu'on approche des élections municipales, je vous le rappelle, donc votez bien. Et le logement doit vraiment revenir une priorité absolue, une priorité politique, parce que derrière ces chiffres, faut y penser, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des vies entières. Vous avez 1000 fois raison, on ne peut pas vivre décemment dans ce pays libre en laissant des gens à la rue. Quand je vois qu'il y a 31 enfants qui sont décédés à cause de ça, je trouve ça absolument ignoble. On va passer à un problème maintenant qui touche également des milliers de copropriétaires. Oui, alors c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. On assiste à une véritable bombe à retardement dans les grandes tours construites dans les années 60-70. Vous voyez ce que c'est ? Il y en a un peu partout en France, donc ces immeubles qui ont mal vieilli, qui font face aujourd'hui à des travaux colossaux que les copropriétaires sont tout simplement incapables de financer. Je vous donne un exemple pour que ce soit concret. Alors c'est nos confrères de la presse qui les ont mis en avant. Donc il y a Saint-Antoine à Nancy, 4 immeubles, 24 millions d'euros de travaux nécessaires. La raison, 660 balcons qui présentent des fragilités structurelles telles que la mairie a pris un arrêté de péril imminent, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'écrouler les balcons. Donc vous l'avez compris, certains copropriétaires doivent débourser jusqu'à 70 000 euros d'ici avril. Donc même avec 10 000 euros de subvention, comment on fait pour payer 60 000 euros quand on est retraité ? C'est impossible. Ensuite à Mulhouse, encore pire, les tours plein ciel, plus de 90 millions d'euros de travaux qui seraient nécessaires pour la mise aux normes incendie. Donc vous l'avez compris, face à cette somme, la ville et le bailleur social, parce que ça c'est un bailleur social, veulent tout simplement les démolir parce qu'il n'y a pas de solution. Et problème, c'est que les indemnisations proposées sont dérisoires parce que c'est des habitants qui avaient acheté leur appartement, ils l'avaient acheté 75 000 euros et là ils doivent proposer 43 000 euros. Donc pas possible de se reloger avec ça, forcément les prix ont grimpé. Donc voilà, c'est vraiment des copropriétaires qui sont pris en étau, d'un côté des travaux qui peuvent pas financer, de l'autre des expropriations à des prix ridicules, et ce phénomène il devrait s'amplifier dans les années qui viennent. Voilà, c'est ce qu'on constate. Il faut dire que ces grands ensembles se sont paupérisés, leur valeur a chuté, mais les normes de sécurité, elles sont devenues de plus en plus exigeantes et coûteuses. Donc on s'approche du drame social qui est en train de se jouer, c'est quand même important. Il faut vraiment que les pouvoirs publics trouvent des solutions pour ne pas laisser ces milliers de copropriétaires dans l'impasse. C'est clair, c'est clair. Et pour terminer, allez, un peu de légèreté quand même parfois. Voilà. Un people, un super people, puisque pour lui rien n'est impossible, si vous voyez ce que je veux dire, mais quand même révélatrice. Oui, alors selon plusieurs médias britanniques, Tom Cruise aurait quitté précipitamment son appartement londonien de 40 millions d'euros, à peu près 35 millions de livres, dans le quartier ultra chic de Knightsbridge, pour retourner où ? Aux États-Unis. Pourquoi, Sylvain ? Ça va vous surprendre, l'insécurité. Il faut dire que, en fait, dans son quartier, il y a eu un cambriolage spectaculaire en janvier, il y a un peu plus de 10 jours. Un gang armé de machettes a attaqué une boutique de montres dans son quartier, volant 20 montres de luxe sous la menace. Alors, heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais c'est vrai que l'incident a achevé de convaincre la star que le quartier n'était pas sûr. Et c'est pas un cas isolé. Selon des experts en immobilier de luxe, même les quartiers les plus prestigieux de Londres souffrent aujourd'hui d'une dégradation de leur image sécuritaire. Donc voilà, on voit que ça peut toucher Paris, ça touche la France, on en parle en France de la sécurité, on en parle beaucoup sur Sud Radio, mais ça se passe aussi en Angleterre. En tout cas, une chose est sûre, Tom Cruise, qui déclarait être un amoureux de l'Angleterre, pour lui, rester à Londres, c'est mission impossible. Bien, très bien. Voilà, merci Bérénice. Et tout de suite, on attaque les amis, le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Alors les amis, je vous le dis tout de suite, il faut que ce soit Grégoire Darico qui fasse cette chronique avec Laurent Permas. Je suis ravi de la faire, mon cher Sylvain, cette chronique. Et cette semaine, avec Laurent, on va parler d'un sujet qui nous touche en plein hiver. Je veux parler de la précarité énergétique. Avec cette question, se chauffer devient-il un luxe ? C'est en tout cas ce que pense une immense majorité des Français. Donc Laurent Permas, bonjour. Bonjour Grégoire. Alors Laurent, un premier chiffre choc peut-être pour commencer. Oui, un chiffre choc, c'est 85% en fait des Français qui estiment aujourd'hui que bien chauffer est devenu un luxe. C'est quand même pas banal. Alors ce que révèle justement une grande enquête Ipsos pour Desquin, publiée il y a quelques semaines et qui dit beaucoup sur le climat énergétique et social du pays. Laurent, peut-être expliquer aussi ce que c'est la précarité énergétique et qui ça touche. Oui, ça touche en fait un Français sur 3, 31% qui se dit concerné. Et si on regarde de plus près, ce sont surtout des jeunes adultes, à nouveau, 42%, les familles modestes, 41%, et les locataires qui subissent le plus. Ça fait un tiers de sondés qui disent avoir eu froid chez eux l'hiver dernier, et pas simplement, on parle pas de courant d'air là, c'est vraiment le froid persistant. J'imagine que ça pèse lourd côté budget notamment. Très lourd, l'hiver dernier, près de la moitié des Français, 1 sur 2, ont vu leur facture d'énergie augmenter, et plus d'un Français sur 2 trouve difficile d'anticiper ce qui va lui coûter cher. En tout cas, c'est son chauffage, justement, cet hiver. Et 65% des gens, Laurent, qui disent avoir dû renoncer à d'autres dépenses à cause de leur facture énergétique. Oui, et c'est essentiellement à nouveau les jeunes qui sont sanctionnés, mais aussi les personnes âgées, avec des arbitrages parfois jusqu'à l'alimentation. Mais Laurent, ça ne touche pas que le porte-monnaie. Mais non, c'est une question de santé, de qualité de vie, justement. L'étude révèle que pour un Français sur 2, mal se chauffer impacte le moral, le sommeil, l'énergie au quotidien, et puis certains évoquent même des douleurs articulaires, la fameuse arthrose, une fatigue constante, et pour beaucoup c'est subi en fait, impossible de faire autrement. Alors quelle solution on pourrait avoir, et puis est-ce que les gens veulent rénover malgré tout ? Oui, ça c'est plutôt encourageant. 35% disent justement vouloir engager des travaux de rénovation énergétique dans les 3 ans. En tête, changer leur système de chauffage, c'est peut-être la pompe à chaleur, puis isoler les murs et les combles. Mais attention, le frein principal reste quand même le coût, qui est cité par 72% des personnes interrogées. Et qu'est-ce qui pourrait déclencher un déclic, mon cher Laurent ? Forcément, les aides financières, 84% des Français disent que les aides plus lisibles et plus généreuses seraient décisives. Ensuite viennent le prêt à taux zéro, les garanties sur les économies promises, et puis un meilleur accompagnement administratif. J'en profite pour une nouvelle. On a certes les certificats d'économie d'énergie, mais l'ouverture à nouveau de MaPrimeRénov', qui vient compléter les dispositifs. Et puis un bon point pour la pompe de chaleur, 66% des répondants estiment qu'elle permet de faire des économies sans sacrifier le confort. Allez, rapidement pour conclure et pour résumer, Laurent, cette enquête, elle tire un vrai signal d'alarme. Oui, se chauffer dignement, c'est devenu aujourd'hui en France un défi pour des millions de gens, donc c'est quand même une alerte. Il suffit pas de dire faites des travaux, il faut les rendre possibles, concrets, abordables, et puis en parallèle aider les ménages à s'équiper intelligemment, à les accompagner, à réguler leur chauffage, et puis à améliorer petit à petit leur logement. La précarité énergétique, c'est pas un concept technique en fait, c'est le quotidien d'une famille qui dort sous 3 couettes aujourd'hui, et puis un peu d'humidité, et puis un retraité aussi qui coupe son chauffage la nuit. Merci Laurent Permas. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Les amis, on revient dans quelques instants après une petite pause. On répondra aux questions de nos auditeurs avec vous, Bérénice de Villefloriot, et on recevra également un numéro spécial pour la philanthropie. Notre grand invité qui est sur le plateau, c'est David Linkel. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, salut la France et Parlons IMO, votre émission hebdomadaire que vous aimez, que vous adorez, qui parle de votre logement, de votre immobilier. On est ravis d'accueillir ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur Sud Radio. On va parler de votre logement, bien sûr, et vous posez vos questions chaque semaine et on va répondre à vos questions. Et c'est avec vous qu'on va le faire, Bérénice de Villefloriot. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Et oui les amis, ça vous concerne parce que cette semaine, Bérénice, nous avons reçu un SMS. Et oui, c'est Josiane qui habite juste à côté de Mulhouse qui nous a écrit. Et en fait, elle se demande ce que c'est que ce coup de rabot fiscal. Elle a vu ça dans la presse, passer inaperçu dans le budget 2026. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du dispositif Jeanbrun pour relancer l'envie d'investir des Français, d'investir dans un appartement locatif. Mais on n'a pas beaucoup parlé d'un frein fiscal qui est passé sous les radars. Alors justement, c'est le périmètre d'apport-cession. Alors on va voir ça avec un avocat parce que c'est un peu technique, mais c'est très intéressant. On accueille tout de suite notre expert Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Yards, expert en fiscalité patrimoniale. Bonjour maître. Bonjour. Alors, maître, vaste question. Bon, il y a le budget 2026 qui est passé. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques modifications concernant l'apport-cession. Alors, qu'est-ce que ce dispositif de l'apport-cession déjà ? L'apport-cession, c'est un mécanisme par lequel, quand vous détenez des titres en direct en tant que propriétaire d'une société, vous avez la faculté de les apporter à une holding qu'on crée pour l'occasion en vue de vendre immédiatement ou à terme les titres que vous avez apportés à cette holding. Vous encapsulez vos titres et c'est la façon que vous avez ultérieurement de bénéficier de remontées de dividendes en application d'un régime qu'on appelle le régime mère-fille et de céder des titres selon certaines circonstances à un régime qui n'est pas immédiatement taxé, de sorte que l'idée de ce processus, c'est de vous permettre de réinvestir dans des bonnes conditions et de mettre plus d'argent, si je puis dire, sur la table pour des investissements que vous voudriez faire ultérieurement, dans l'hypothèse de vous apporter puis vous céder. Alors, maître, c'est vrai que c'est un peu technique. En gros, ça concerne qui, ce dispositif ? Qui l'utilise ? Beaucoup d'entrepreneurs qui ont fondé leur entreprise en créant leur petite SARL. L'activité s'est développée. Ils ont envie de croître. Ils peuvent même avoir deux activités, donc ils préfèrent rassembler ces activités sous une même bannière, si je puis dire, sous une même capsule, sous une même société. Et l'objectif, c'est, lorsque vous avez à l'intérieur d'une structure holding des activités qui vont mieux et des activités qui vont moins bien, de faire passer des fonds de l'une à l'autre sans que vous ayez une fiscalité sur des dividendes, par exemple, qui fait que vous avez une capacité de réinvestissement et d'aider l'entreprise qui, par exemple, irait moins bien, de meilleure façon. D'accord. Et donc, c'était une facilité fiscale, on va dire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe avec le budget 2026 qui vient d'être voté ? Alors, ce système, il était conditionné à un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous apportez, mais si vous revendez dans le délai de 3 ans, vous aviez une obligation de réinvestir 60% dans les 24 mois qui ont suivi la cession des titres que vous aviez apporté. Pardon, je sais, c'est un peu technique. Alors, cette obligation de réinvestissement du produit de cession, elle est passée de 60 à 70%. Vous avez également un délai pour investir le produit de cession qui était très court, 24 mois. Ce délai, il est passé de 24 mois à 3 ans, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais vous avez surtout une augmentation du délai de conservation des actifs investis. Je m'explique. J'apporte mes titres à lundi à cette holding que j'ai créée, qui existe déjà. Je revends en fin de semaine et je dois réinvestir 70% dans un délai de 3 ans dans une structure opérationnelle, pas dans des titres pour se faire plaisir sur un portefeuille, si je puis dire. On veut que vous réinvestissiez dans ce qu'on appelle du dur. Mais dès lors que vous avez réinvesti, vous devez garder vos titres dans une durée qui n'est pas inférieure à 5 ans, alors qu'autrefois elle était à 1 an. La difficulté sur ce type de choses, c'est que quand vous réinvestissez dans un produit, dans une activité opérationnelle, vous pouvez ne pas être le seul actionnaire et il se peut qu'il y ait des clés de sortie des autres actionnaires. Autrement dit, il se peut que le délai de 5 ans, vous ne puissiez pas le tenir. Et dans ce cas de figure, la plus-value qui a été exonérée au moment de l'apport deviendrait exigible. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a limité les facultés de réinvestissement en dur. Et c'est là aussi où il y a quelque chose qui vient perturber, si je puis dire, la trajectoire de ce mécanisme. Donc en gros, maître, si je vous suis, pour résumer pour nos auditeurs, les entrepreneurs vont être encore plus taxés. Oui, parce que... Juste pour résumer, parce que... Voilà, c'est exactement ça. Avec un investissement qui était opérationnel dans lequel vous preniez un risque, est-ce que quand vous vendez votre entreprise au bout de 15 ans ou 20 ans, vous êtes prêt à vous remettre en risque pour 70%? C'est pas certain. Eh bien, donc, on ne fera pas ça. Là. Eh bien, merci beaucoup, maître. C'était technique, mais c'était clair. Bravo. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Merci Bérénice. Il est l'heure maintenant effectivement de recevoir notre invité, construire des logements, des bureaux, des immeubles et en même temps soutenir le sport local. Vous pensez qu'il n'y a pas de lien? Eh bien écoutez, il y en a un. Et bien évidemment, c'est le lien entre l'immobilier et le sport que l'on va décrypter avec notre invité du jour. Et en plus, il a ratissé quasiment tous les prix, notamment les coups de cœur au grand salon professionnel de l'immobilier. Une initiative très ingénieuse. Bonjour David Hinkel. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation 1% pour le sport. Un petit mot sur la Fondation. Alors, la Fondation a été créée après les Jeux avec moi et deux ministres des Sports, des anciens ministres des Sports, David Douillet qui est un ami et Thierry Braillard qui est le président de la Fondation du sport français. On a trouvé que les Jeux avaient encore démontré le pouvoir du sport dans le mieux vivre ensemble et on s'est dit que tout ça ne tenait que par le monde associatif et qu'il fallait les aider. Donc on est parti d'un principe simple, est-ce que chaque opération immobilière pouvait participer un peu au financement de ces associations? On a créé un label immobilier et tous les programmes qui sont labellisés, chaque promoteur s'engage à collecter un peu d'argent auprès de tous les prestataires de son opération et avec ça on finance des petites associations. Est-ce que c'est valable uniquement pour le logement neuf ? Alors, on a démarré sur le logement neuf, on est en contact avec des bailleurs sociaux, sur la rénovation, bien avec sûr. Des aménageurs, c'est quelque chose de beaucoup plus large. La Fondation a eu une formidable accélération sur sa première année d'existence. On a collecté plus de 800 000 euros de conventions de mécénat. On a financé plein d'associations et on est en train d'accélérer aujourd'hui et on s'adresse à tout le monde. Alors, il y a un rôle très important, je voudrais que vous le rappeliez à toutes celles et ceux qui nous écoutent. La France nous écoute. Le lien entre l'immobilier et le sport est évident, David. Ouais, alors ça paraît pas évident d'un premier abord, mais en réalité, construire, c'est pas un acte isolé. Quand on construit un programme, on le construit dans un quartier, dans un collectif. Et même si le bâtiment est magnifique, les gens passent pas 24 heures sur 24 dans leur logement. À un moment donné, ils sortent. Et quand ils sortent, ils veulent des loisirs, des liens sociaux. Et aujourd'hui, c'est le monde associatif qui leur propose. Et donc, il faut les soutenir. Alors justement, j'aimerais qu'on entre dans le détail. C'est hyper ingénieux. Comment ça se passe? Alors si j'ai bien compris, je résume. Vous dites à un promoteur immobilier, vous allez étendre à la rénovation et éventuellement même à des foncières qui rénovent. C'est vous demandez aux partenaires de ces partenaires immobiliers de donner une toute petite partie. Ouais, la mécanique est... Mais c'est pas si élevé que ça quand on y réfléchit. C'est ça qui fait toute, je dirais, la subtilité du modèle. Donnez-nous un exemple. Ça coûte vraiment rien à personne. Je prends une opération de 10 millions d'euros en promotion immobilière qui est une opération moyenne. Oui. Pas une petite opération, mais c'est une belle opération. Et donc, on s'engage à collecter 100 000 euros. Alors, comment ça marche? Sur une opération de promotion immobilière, vous avez 30 à 40 prestataires et donc vous discutez avec eux. Prenons l'exemple de l'architecte, une mission de 200 000 euros, on lui dit vous n'allez pas toucher 200 000 euros, vous allez toucher 200 000 euros, moins 2 000 euros que vous allez mettre dans la fondation. Ces 2 000 euros vont vous générer 1 200 euros. Donc en réalité, votre effort à vous, c'est 800 euros pour un chiffre d'affaires de 200 000 euros. Alors, tout le monde dit oui, parce que c'est vraiment à la marge, c'est 40 centimes tous les 100 euros, c'est les pourvoirs au restaurant, et nous c'est pour faire du sport et pour les gamins. Mais seulement sur une opération de 10 millions d'euros, ça fait 100 000 euros. Et 100 000 euros pour le monde associatif, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors écoutez, je vais vous proposer de rester avec nous, puisque je voudrais qu'on approfondisse dans une deuxième partie l'entretien. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Et on voit que l'immobilier ne se limite plus à construire des murs. Dans un instant, après la pause, on va comprendre concrètement comment ça fonctionne pour le sport qui s'intègre dans les projets immobiliers. On reste ensemble, vous en parlons IMO. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Voilà, vous êtes de retour sur le plateau de Sud Radio et de retour également avec le grand entretien du jour avec notre ami David Hinkel, une formidable initiative. Et ensuite, on va s'interroger avec vous, Grégoire, sur une maison saine. Oui, Sylvain, avec notre ami Édouard, on va parler des effets du linge qui sèche dans notre logement. Et ça parle à tout le monde, justement. On est toujours avec vous, David. David, on vous l'a dit, vous nous l'avez dit, c'est un sujet très concret, ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a quasiment pas de débat. Moi, ce que je trouve absolument formidable, c'est le succès fulgurant que vous avez eu. Comment vous avez pensé l'initiative, justement, puisque ça représente un coût extrêmement marginal, vous l'avez dit, je crois 40 centimes d'euros, vous m'avez dit, tous les 100 euros. C'est rien. C'est rien du tout, c'est les pourboires. C'est rien. Comment vous est venue cette idée incroyable?
On a passé beaucoup de temps à trouver des solutions. Et à un moment donné, je connais bien le secteur de l'immobilier. Et il y a un schéma, je suis un ancien judoka, on appelle ça l'entraide et la prospérité mutuelle. C'est quand on s'y met tous, quand chacun fait un petit effort, on arrive à soulever des montagnes. Et c'est comme ça qu'on a monté la mécanique. Moi, je vais vous dire, mon cher David, ça se voit tout de suite que vous êtes un judoka. On a envie d'être très sympa avec vous. Ça va être tout de suite, là. Je voudrais surtout pas qu'on risque un nippon là, sur le plateau de Sud Radio. On est ravis. Alors justement, je voudrais qu'on parle également de ces 2 prix. Parce que c'est pas anodin ce que vous avez fait. Le CIMI et Orent, vous avez eu des prix d'excellence qui vous ont permis effectivement de parler à la totalité des opérateurs. Et vous étiez d'ailleurs au vœu de Procivis récemment, la semaine dernière. Comment ça s'est passé ce prix ? On a souscrit, pour l'instant on rafle tout. Et on a aussi le CNOSF qui nous appuie. La mécanique est vraiment redoutable. Le promoteur est content. Les prestataires de services sont contents parce qu'ils participent à quelque chose de positif. Les municipalités sont contentes. Les investisseurs sont contents parce qu'ils voient techniquement à quoi sert aussi leur investissement. Tout le monde est ravi de ces opérations, ça coûte pas grand-chose. Alors, et donc, quand on arrive avec quelque chose qui fait plaisir à tout le monde, forcément... Est-ce que la Fondation 1% pour le sport est rattachée à la Fondation de France, comme beaucoup de fondations ? Non, c'est la Fondation du sport français. C'est la Fondation. Aujourd'hui, on est en Fondation abritée. C'est important de le dire. Alors justement, vous collectez ces fonds et vous soutenez les associations. Parce que vous ne financez pas, vous, directement, vous n'êtes pas l'opérateur. Vous aidez un tissu associatif à travailler sur le sport, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. On ne peut pas dire aujourd'hui que les promoteurs ne finançaient pas un peu les associations. Oui, ça se faisait. Mais c'était fait de manière anarchique, pas concertée et pas structurée. Aujourd'hui, on leur apporte un outil qui leur permet de bien proposer leur engagement auprès des quartiers et des municipalités. Et donc nous, on collecte, on fait des appels à projets. Ces appels à projets sont évalués. Le promoteur participe au choix avec la municipalité. Tout ceci est fait de manière concertée. On finance les projets et après, on va mesurer l'impact. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Ça plaît vachement aux élus locaux. Ça plaît à tout le monde. Vous leur enlevez une épine du pied avec des ressources financières qui leur permettent, par exemple, de financer ou de rénover le gymnase, de refaire le terrain de foot, le terrain de hand, etc., etc. Tout à fait. Et ça crée de la richesse. Quand vous avez un quartier où il y a de l'animation associative, il y a du lien social et mécaniquement, ça crée aussi de la valeur intrinsèque sur l'immobilier. Enfin, tout le monde est vraiment très content. Alors justement, qu'est-ce que ça change pour un futur habitant qui va acheter un logement dans un programme qui est labellisé 1% pour le sport ? Quand on achète un logement, on regarde bien sûr la qualité du bâtiment, sa proximité avec les moyens de transport, le commerce, les écoles. Et là, on est certain que le tissu associatif dans lequel on va s'implanter, qui fait partie de la vie active, qui est vraiment quelque chose de très important, sera renforcé par cette acquisition. Et en plus, on les fait venir sur les soirées festives de remise de financement. Ils peuvent aussi s'approprier les actions qu'on mène et voir exactement ce qu'on fait de leur argent. Alors, est-ce que finalement, quand je vous écoute, je me dis, et c'est vrai que c'est une belle réflexion de se dire que le choix du 1% pour le sport, comme par exemple, vous savez, il y a une initiative qui s'appelle Un immeuble, une œuvre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est celui de mêler l'art et la construction immobilière, et là vous abordez le sport. Je vois vraiment quelque chose de très global. Est-ce que ça pourrait pas être, pour des promoteurs, on peut lancer un appel à ceux qui construisent, un label d'excellence qui permettrait par exemple d'attirer plus de clients, basiquement, hein ? Je pense que notamment toutes les nouvelles générations, c'est des choses où ils sont extrêmement sensibles. Investir bien et mieux, c'est des éléments qui font des déclenchements de prise de décision. Surtout que ça coûte rien à personne. Alors, comment on peut vous aider, justement ? Vous faites un appel à la radio. Vous cherchez qui ? Des promoteurs, des constructeurs ? Dites-nous. Alors déjà, merci de nous inviter. C'est comme ça. Aujourd'hui, le modèle fonctionne tellement bien qu'il suffit de faire la propagande. Donc, des messages que vous me permettez de donner sont importants. Et à qui on s'adresse ? On s'adresse aux municipalités. Le CNOSF ne s'est pas trompé, on fait partie du plaidoyer qui est adressé à l'ensemble des municipalités comme un outil moderne du financement du sport français, et à tous les promoteurs qui veulent renforcer leurs relations avec les élus et avoir un impact sur leur territoire, sur les projets qu'ils implantent. Merci beaucoup David. D'ailleurs, nous avons notre super chroniqueur Édouard David, qui est un grand sportif aguerri, qui vous a écouté avec beaucoup de passion. On est ravis, on peut vous trouver très facilement sur Internet, David Hinkel. On mettra d'ailleurs le lien de la fondation. Il y a un site internet de la fondation. On va donner l'adresse
Fondation 1% pour le sport. 1% pour le sport, tout attaché. Ouais. Voilà, tout simplement. On était ravis de mettre de la lumière sur vous. Je gage que nous nous reverrons. David Hinkel, président de la Fondation 1% pour le logement. Il est temps, mes amis, maintenant de parler justement un corps sain dans une maison saine. On va parler de l'air dans votre logement. C'est tout de suite avec notre chronique Maison saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons IMO, Maison saine. Avec vous, mon cher Grégoire. Et oui, votre chronique Maison saine pour comprendre ensemble comment nos gestes du quotidien peuvent influencer notre santé à l'intérieur même de notre logement. Et aujourd'hui, on parle d'un réflexe très banal, mais parfois problématique. Étendre son linge à l'intérieur, dans le salon ou dans une chambre, est-ce vraiment sans conséquence? Alors pour en parler, j'accueille l'expert international du sujet, Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et oui, c'est un geste qu'on fait tous, mais qui peut, sans qu'on s'en rende compte, dérégler totalement l'équilibre de l'air intérieur. Alors pourquoi, Édouard, avoir du linge qui sèche à la maison peut poser un problème? Eh bien, quand on étend du linge à l'intérieur, on libère beaucoup d'humidité dans l'air. En moyenne, plus de 2 litres d'eau pour une lessive qui est classique. Si le logement n'est pas bien ventilé ou si le taux d'humidité est déjà élevé, cette vapeur d'eau reste piégée dans les pièces. Résultat, augmentation du taux d'humidité, souvent au-delà des 65-70%, condensation sur les vitres et à terme moisissure acariens et pollution de l'air. J'imagine que ça a des conséquences concrètes sur notre santé? Absolument Grégoire, on l'a répété à de maintes reprises dans cette chronique, l'humidité favorise les allergies respiratoires, l'asthme, les infections ORL à répétition, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Et quand on étend le linge dans une chambre, le risque est encore plus grand car on dort dans un air qui est surchargé en vapeur d'eau. Est-ce que, Édouard, le sèche-linge est une meilleure solution? Alors oui, ça peut être une meilleure solution à condition qu'il soit à évacuation extérieure ou à condition qu'il soit bien entretenu. Le sèche-linge évite de relâcher de la vapeur d'eau dans le logement, surtout si on n'a pas de ventilation efficace ou de VMC. Mais dans les petits logements sans extraction ni sèche-linge, étendre du linge devient un véritable facteur aggravant pour la qualité de l'air. Alors qu'est-ce que vous nous recommandez dans ce cas, Édouard ? Eh bien Grégoire, voici les bons réflexes si on doit étendre du linge chez soi. Premièrement, donc choisir une pièce qui est bien ventilée et pas une chambre. Ouvrir fenêtre ou aussi au battant pendant et après le séchage. Mesurer l'humidité avec un petit hygromètre, c'est très accessible. Et limiter les lessives lourdes, surtout en hiver, dans les logements qui sont mal ventilés. Et idéalement, ventiler mécaniquement, même brièvement. Est-ce qu'il y a des pièces quand même qui sont à éviter plus que d'autres ? Oui, clairement, les chambres et les pièces sans fenêtre sont à éviter. Étendre dans une chambre, c'est dormir dans une atmosphère humide toute la nuit, ce qui est très mauvais pour les voies respiratoires. Dans une salle de bain sans VMC ou un séjour sans ouverture, l'humidité stagne encore plus. Et comment est-ce qu'on peut savoir si on est au-dessus du seuil de confort ou de sécurité ? Eh bien, il y a des signes qui sont très simples à repérer, Grégoire. La buée persistante sur les vitres le matin, papier peint qui se décolle, taches noires dans les angles ou une odeur de linge qui ne sèche pas bien. Et si vous avez des murs froids au toucher, c'est souvent le début d'un déséquilibre. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, j'imagine qu'en hiver, c'est-à-dire actuellement, c'est pire et qu'on a tendance en plus à moins aérer. Exactement, l'hiver on chauffe plus, mais on aère moins. Résultat, l'humidité s'accumule et le linge met plus de temps à sécher. Et plus le séchage est long, plus il relâche de la vapeur dans l'air. Allez Édouard, un petit mot de conclusion. Oui, un logement humide ne se repère pas toujours, mais les gestes du quotidien peuvent tout changer. Étendre son linge n'est pas un problème en soi, mais dans un air qui est déjà saturé, sans ventilation, ça devient un vrai facteur de déséquilibre. Et à long terme, ça peut nuire à notre santé et à celle de nos proches. Merci beaucoup Édouard David pour ces conseils utiles. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Maison saine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons IMO, Maison saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci mon cher Grégoire, merci Édouard. Une nouvelle pause et on va se retrouver juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on va parler également du viager et de la grande question de la semaine. Et on a demandé d'ailleurs à notre invité David Hinkel de rester avec nous sur le plateau. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, salut la France, vous êtes sur Sud Radio, la radio que vous aimez parce qu'elle parle vrai et elle parle surtout IMO tous les samedis entre 12 et 13h de votre logement et de votre immobilier. Bien évidemment, on répond également à toutes vos questions et tout de suite, on va faire un point sur un vrai sujet, c'est le viager par exemple. Parlons viager. avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, Bérénice. Et
Et oui, c'est vrai qu'on s'intéresse aux viagers. Vous avez peut-être déjà regardé des annonces en ligne, Sylvain, oui, ou nos auditeurs. Voilà. Et peut-être que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je dois regarder en premier ? Parce qu'une annonce viager, ce n'est pas comme une annonce immobilière classique. Il n'y a pas juste un prix affiché. Il y a un bouquet. Donc le bouquet, c'est la somme qu'on verse au moment de l'achat. Moi, je m'apprêtais à vous faire un bouquet de fleurs. Oh, c'est gentil. J'adore les fleurs. Vous pouvez. N'hésitez pas. Il y a aussi une rente, il y a un âge. Bref, il y a plein d'informations qui peuvent vous sembler obscures au premier coup d'œil. Vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Donc voilà, pour nous éclairer sur le sujet, nous avons en ligne l'experte Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager, qui va nous expliquer concrètement comment justement analyser une annonce de viager pour savoir si c'est une bonne affaire, si c'est une bonne opportunité ou pas. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors Marine, bon, on tombe sur une annonce viager, voilà. Par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité ? Alors vous avez raison déjà de rappeler qu'effectivement un viager, il faut apprendre à lire en fait un bien autrement. C'est pas juste une question de prix, vous l'avez dit, c'est vraiment une stratégie patrimoniale qu'il faut voir avant tout. Donc la première étape, on va commencer par regarder le bien immobilier, comme dans une vente immobilière classique. On va analyser la localisation, la typologie du bien, son état, la proximité des commodités, bref, tout ce qui fait qu'un bien va être attractif. Parce que le viager, c'est une décote, mais c'est surtout un bien immobilier qui doit rester un bon bien immobilier. D'accord. Mais alors, on entend souvent, enfin moi, c'est ce que j'ai entendu d'ailleurs en premier, il faut regarder l'âge du vendeur. Bon, c'est un peu glauque, mais concrètement, qu'est-ce que ça change ? Alors en fait ça change tout et pas malheureusement comme vous le dites, comme les gens l'imaginent, l'âge il sert pas du tout à faire un calcul morbide où il y a pas de tout ça, il sert vraiment à déterminer plutôt l'horizon d'investissement. Plus le vendeur va être jeune, plus la décote est forcément importante pour tenir compte de l'occupation potentielle qui sera plus longue et vice versa si le vendeur est plus âgé, mais ça sert uniquement à définir cet horizon. D'accord. Et alors ensuite, forcément, en tant qu'acheteur, on se pose toujours la même question. Bouquet, donc la somme qu'on verse au moment de la vente, ou rente. Qu'est-ce qu'il faut ? Rente, c'est chaque mois, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il faut privilégier en fait ? Comment on fait ? Alors là, l'idée, c'est de raisonner comme un investisseur. On va regarder le bouquet qui est donc le ticket d'entrée et ensuite la rente qui va être finalement pour l'investisseur un effort d'épargne tous les mois. Donc l'objectif, ça va être de trouver le bon équilibre entre les deux en fonction de l'épargne qu'on a de disponible et de la capacité ensuite à assumer une rente dans le temps et donc mensuellement. Et ensuite, il faut regarder deux facteurs qui sont assez essentiels, la valeur occupée du bien et la décote d'occupation. D'accord, mais alors est-ce que vous avez un exemple concret, Marine, qu'on puisse bien s'imaginer ce que ça donne ? Oui, bien sûr. Alors moi, je vous propose qu'on parte sur un bien qu'on a actuellement à la vente, qui est sur Vitrolles. Donc on est près de Marseille, on a une maison qui fait 93 mètres carrés avec un beau terrain de plus de 1400 mètres carrés, terrasse, garage, bien entretenu. Donc la valeur de la maison, si on la vendait sur le marché immobilier classique, on l'a estimée à 390 000 €. Mais le fait de basculer sur du viager occupé, notre valeur occupée tombe là à 171 644 €. Donc on voit qu'on a une décote d'à peu près 56% par rapport à la valeur pleine sur le marché. D'accord. Et alors, quelles sont les conditions de cette vente ? Alors là, on a un bien qui est occupé par un homme seul qui a 71 ans. Le bouquet qui est à payer, il est de 83 000 €. Et ensuite, on a une rente mensuelle de 700 € tous les mois. Donc là, l'idée, c'est que l'investisseur, il doit se poser deux questions simples. Quel est mon horizon d'investissement sur ce produit ? Et est-ce que je suis prêt, du coup, à immobiliser mes 83 000 € aujourd'hui pour me sécuriser un bien qui a une valeur à aujourd'hui de 390 000 avec cette forte décote et sans avoir de gestion locative dans le temps ? Et là, concrètement, on est sur quel horizon d'investissement ? Alors avec un homme de 71 ans, on dit que l'horizon d'investissement moyen, il va être entre 15 et 16 ans à peu près. D'accord. Et donc on est sur un investissement patrimonial long terme, on peut le dire. Oui, c'est ça. C'est un bien qui va être très intéressant parce qu'il va être situé là, par exemple, dans une zone assez stratégique entre Marseille et Aix-en-Provence. On est proche des axes, on a un gros potentiel et surtout un gros potentiel dans le temps. On a une vraie valorisation à envisager sur un bien comme ça. D'accord. Ben, on peut dire en tout cas qu'il faut bien analyser le viager avant de se lancer. C'est important. Oui, c'est extrêmement important. En fait, l'investissement en viager, il est bien à partir du moment où il est bien structuré, qu'on a réfléchi et qu'on a regardé vraiment tous les bons indicateurs pour ne pas se focaliser uniquement, comme vous le disiez au début, sur un bouquet, sur une rente. C'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en considération pour faire un bel achat. Eh bien, merci beaucoup Marine Livotti de l'Office du Viager. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé.
Eh bien voilà, merci à Marine Livotti. Le viager, c'est vraiment une initiative extrêmement intéressante, mais qui déconstruit également tous les clichés que l'on a autour. Place maintenant à la grande question de la semaine, Bérénice. Alors oui, Sylvain, c'est vrai que là on est à 2 semaines après l'annonce du plan de relance logement par le gouvernement. Donc la question qu'on va se poser déjà entre nous, puis qu'on va poser aussi à notre invité, c'est qu'en pensent vraiment les professionnels de ce secteur. Alors je vous rappelle que le gouvernement a annoncé un plan de relance du secteur du logement qui est complètement à l'arrêt, donc au menu des mesures pour relancer la construction neuve, avec une refonte du dispositif Pinel, qui s'appelle le dispositif Jean Brun, qui est censé donner envie aux Français d'acheter un appartement pour le louer. Donc c'est vrai que ce dispositif, je vais vous poser la question, Sylvain, dans quelques instants, il est mieux que le Pinel, faut le dire. Après, est-ce que les professionnels sont satisfaits? Est-ce que ça va vraiment relancer le secteur? Et puis après, évidemment, il y a une aide aux bailleurs sociaux, donc ça c'est un peu plus pour les professionnels. Et puis on parle aussi de décentralisation du logement, décentralisation de la politique du logement. En gros, pour nos auditeurs, c'est donner plus de pouvoir aux maires, plus de pouvoir aux élus locaux qui sont sur le terrain, parce qu'on voit quand c'est Paris qui décide, ça marche pas. Il n'y a pas de mesures adaptées. Donc voilà, Sylvain, vous qui faites un peu le tour des professionnels, qui vous entretenez avec tout le monde, 2 semaines après, qu'est-ce qu'on en dit de ce plan de relance? Eh ben, merci Bérénice. D'ailleurs, je vous propose, les amis, si vous le souhaitez, d'intervenir justement sur cette question, puisque à l'instar de la publication du 31e rapport de la Fondation pour le logement, anciennement Fondation Abbé Pierre, on voit bien que le mal logement et la dégradation, la paupérisation des populations dans le logement est évidente. Et donc il y a un lien entre les discriminations géographiques, puisque pour se loger, qu'est-ce qu'on fait? On va de plus en plus loin, et donc on s'écarte de l'emploi. Et donc on renforce finalement de la précarité. On voit que depuis plus de 40 ans, on a une politique du logement qui est complètement inerte. Pourquoi? Parce qu'on fait des réponses à ce qui est structurel, qui sont des réponses de jambes de bois, en fait, en réalité, puisqu'on n'aborde pas le sujet du logement dans sa globalité. Je voulais juste que on rende justice, si vous le permettez, ma chère Bérénice, à Valérie Létard, qui était la précédente ministre du Logement, dont je considère d'ailleurs, avec Julien de Normandie également, qu'elle a été l'une des meilleures ministres du Logement. Et je voudrais simplement lui rendre justice, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de cela, mais rappeler que le plan de logement, le plan de relance du logement, sur le logement neuf, également sur la réduction du loyer de solidarité, vous savez, pour les bailleurs sociaux par exemple, et ce sont des travaux qui ont été très largement initiés par Valérie Létard, auxquels nous pensons beaucoup là où elle se trouve. C'est une femme politique d'envergure. Donc voilà, on voulait également lui rendre justice. J'aimerais avoir votre avis à toutes et à tous justement sur ces difficultés qu'on a à se loger. Vous, David Hinkel, qui avez initié cette formidable initiative sur le logement et le sport, quelle est votre vision justement sur les problématiques sociales liées au logement? Et d'ailleurs, les sportifs n'y sont pas aussi, sont concernés par cela. Oui, bien sûr, c'est très très difficile de se loger quand on n'a pas de statut. Vous voulez dire pas de salaire, pas de CDI, quoi. Ouais, les sportifs de haut niveau. Il n'y a pas que des footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent. En tout cas, sur les sports olympiques, et notamment sur les jeunes, ils ont une accumulation de revenus précaires qui leur permettent pas de rassurer un bailleur, et ils sont dans de grandes difficultés pour trouver des logements. Donc ça, vous le constatez sur le terrain, en tout cas. Complètement. Ouais. Donc on voit que ça touche tous les milieux, ça touche tous les emplois, en tout cas. Tous les milieux. Vous qui êtes aussi un ancien banquier, qui travaille en éco-transition avec le groupe Sofinco Filiale du Crédit Agricole, vous en pensez quoi, Laurent Permas? Moi, je pense qu'il y a... c'est une bonne énergie, puisqu'on parle aussi de choc de simplification pour justement la rénovation et l'adaptation du logement, avec la réouverture de MaPrimeRénov', qui est quand même un très bon signal, 3,6 milliards. Qui a été annoncé par le ministre cette semaine. Absolument, donc c'est une ouverture dans les prochains jours, puisque c'était bloqué depuis décembre. Ça vient se cumuler avec les certificats d'économie de l'énergie. Ça, c'est un très bon signal. Et puis peut-être en complément, 75% des personnes de plus de 70 ans sont propriétaires. Et le fait que le gouvernement ait annoncé aussi de d'étendre les étiquettes F et G pour donner plus de temps aux Français pour faire des travaux est aussi une bonne chose, parce qu'on voit que c'est beaucoup une problématique de pouvoir d'achat.
Merci beaucoup. Voilà, l'idée, c'était de faire un focus sur cette question cruciale. On y revient d'ailleurs, Bérénice et Grégoire, la semaine prochaine. Un immense merci à vous, David Daquel. Surtout, ne changez rien et restez aussi apaisant. Voilà, sur le plateau, ça nous fait extrêmement plaisir. Allez sur le site de la Fondation 1% pour le sport. Merci à Grégoire Darico, Bérénice de Villefloriot, El Docteur Laurent Pirmas et tous nos invités et notre Anthony qui aime beaucoup la pizza aux champignons, bien évidemment. Et à l'ananas. Absolument. Cette émission est rediffusée comme d'habitude tous les mardis à midi sur Radio Imo. On est ravis de passer ce moment avec vous. On se retrouve samedi prochain pour votre émission Parlons Imo. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.